On est en 2004 et un inspecteur officiel du guide Michelin sort de l'anonymat. Il va contacter les médias et il est sur le point de dénoncer le plus gros scandale sur les pratiques du guide Michelin. Ce qu'il va révéler va changer le monde culinaire, mais pas dans le bon sens. Mais d'abord, c'est quoi le guide Michelin? Tout le monde connaît de nom, mais sans savoir ce que c'est réellement. Déjà, si je te dis que l'entreprise Michelin, celle qui fait des pneus, et le guide Michelin, c'est la même chose, et bah, je suis sûr que plus de 3/4 des gens qui regardent la vidéo ne le savent pas. Et pourtant, oui, le guide Michelin a été créé en 1900 par les frères Édouard et André Michelin. Fondateurs de la célèbre entreprise de pneus, ils décident de créer un petit guide gratuit pour encourager les automobilistes à voyager davantage. En gros, quand t'achetais un pneu, hop, on te donnait un petit guide Michelin. Mais là, on pense aux pneus de voiture, mais c'était surtout des pneus de vélo à l'époque. Bah ouais, parce que les voitures, elles étaient rares. Pour vous dire, il y avait qu'environ 2400 conducteurs. Mais les frères Michelin voyaient dans ce guide un moyen astucieux de pousser les gens à utiliser plus souvent leur véhicule, ce qui userait plus rapidement leurs pneus. C'est malin. Du coup, ce guide fournissait des informations pratiques, comme comment changer une roue, où trouver de l'essence, un garagiste ou un médecin, et bien sûr, le plus important pour la suite, où manger et dormir. C'était un coup de génie marketing, mais loin des ambitions gastronomiques qu'on lui connaît aujourd'hui. Sauf qu'on a un gros problème. Le premier grand test pour le guide Michelin survient après la Première Guerre mondiale. Du coup, l'Europe est en ruine, et l'intérêt pour un guide de voyage semble futile. Le guide Michelin, autrefois essentiel pour les très rares automobilistes, devient soudainement superflu. Le coup fatal paraît proche et l'arrêt de la publication du guide aurait été normal. Mais contre toute attente, Michelin décide de persévérer. Plutôt que de s'effondrer, il réédite le guide avec une perspective vraiment différente, comme en rajoutant des recommandations sur des restaurants et hôtels, pour une France en pleine reconstruction. Et c'est à ce moment-là que le guide commence à s'éloigner de sa vocation purement utilitaire pour embrasser son rôle dans la gastronomie et devenir de plus en plus un truc pour le tourisme de luxe. Ok, on arrive en 1920 et Michelin prend un virage décisif. Il décide de rendre payant le guide. Tout simplement parce que les deux frères ont appris que leur guide, comme il était gratuit, il avait pas trop d'importance et il servait à caler des tables. Du coup, en le rendant payant, ils ont aussi introduit le système d'étoiles qu'on connaît très bien aujourd'hui pour classer les restaurants. Une étoile signifie une très bonne table dans sa catégorie. 2 étoiles indiquent une excellente cuisine méritant un détour. Et 3 étoiles récompensent une cuisine exceptionnelle qui vaut le voyage. Du coup, ce système y transforme un peu le guide en une sorte de bible de la haute gastronomie. Ça va faire émerger des chefs comme Paul Bocuse, qui est l'un des chefs les plus emblématiques du monde. Son lien avec le guide Michelin est légendaire. En gros, il a réussi à conserver 3 étoiles Michelin pendant plus de 50 ans. Un exploit qui a non seulement cimenté sa réputation, mais qui a également contribué à l'aura du guide lui-même. Pour Bocuse, le guide Michelin représentait le sommet de la reconnaissance culinaire. Il disait souvent que ces étoiles étaient plus qu'une récompense. Elles étaient un hommage à la constance et à l'excellence de sa cuisine. Son restaurant, l'auberge du pont de Collonges, près de Lyon, est devenu un lieu de pèlerinage pour les amateurs de gastronomie du monde entier, en grande partie grâce aux étoiles Michelin. Mais avec ce pouvoir vient aussi la critique. Rapidement, des voix s'élèvent pour dénoncer un système jugé opaque, voire injuste. La pression sur les chefs devient énorme. Certains accusent le guide de provoquer des burn-out, voire des drames personnels. Mais du coup, avec la Seconde Guerre mondiale, le guide Michelin se retrouve une nouvelle fois en grande difficulté. Déjà, les Allemands en première ligne de la Blitzkrieg sont équipés en guide Michelin qui leur facilite l'invasion française. Et ça, c'est vraiment pas ouf pour leur réputation. Mais du coup, suite au passage des Allemands, les routes sont dangereuses, les signalisations sont détruites, les restaurants sont fermés, et l'Europe est plongée dans le chaos. Mais Michelin, fidèle à sa résilience, trouve une utilité inédite pour son guide. Il réédite une version spéciale pour les Alliés, contenant des cartes routières détaillées pour faciliter l'avancée des troupes. Malgré cette innovation, l'après-guerre voit un déclin dans l'utilisation du guide. Le monde a changé et le guide Michelin semble ne plus avoir sa place. Le risque de disparition est réel. Mais Michelin décide de persister, renforçant encore plus son accent sur la haute cuisine, et c'est sans doute le meilleur choix qu'ils auraient pu faire. Parce qu'aujourd'hui, le guide Michelin est l'une des références les plus prestigieuses et respecté dans le monde de la gastronomie. Depuis sa création, il a su évoluer en s'adaptant aux nouvelles tendances culinaires tout en conservant son autorité et son aura d'excellence. Posséder une étoile Michelin reste un signe de distinction suprême pour les chefs et les restaurants, marquant leur entrée dans l'élite de la haute cuisine mondiale. Le fait que le guide Michelin vienne vous voir, ça c'est pour nous c'est énorme quoi. Je vous parle pas de l'étoile, l'étoile c'est le Graal, quoi. C'est vraiment... même pour tous les restaurateurs, le restaurateur qui vous dit que ça n'a pas d'importance, il vous mentirait.
Le guide, autrefois centré sur la France, s'est désormais internationalisé, avec des éditions couvrant les plus grandes villes et régions gastronomiques du monde. Il fait attendre tous les chefs et les gourmets du monde entier qui attendent qu'un inspecteur vienne le visiter. Mais d'ailleurs, comment on fait pour être un inspecteur pour le guide et qu'est-ce qu'ils font réellement? Les inspecteurs du guide Michelin sont au cœur du processus de sélection des restaurants. Ces professionnels de la gastronomie parcourent incognito les routes du monde entier pour évaluer les établissements selon des caractères stricts. Leur travail est entouré de mystères, car ils doivent rester anonymes même auprès de leurs proches, pour garantir l'impartialité de leur évaluation. Chaque inspecteur visite les restaurants plusieurs fois, même plusieurs fois par année, avant de formuler une recommandation. Leur mission est de capturer l'essence de l'expérience culinaire proposée, de la qualité des produits à la maîtrise technique du chef, en passant par l'ambiance du lieu et la constance de la prestation. Les restaurants sont évalués selon 5 critères fondamentaux, qui restent constants quel que soit le type de cuisine ou l'emplacement du restaurant. Ces critères sont la qualité des produits. Les ingrédients utilisés doivent être de première qualité, frais et, si possible, de saison. La maîtrise des cuissons et des saveurs. La précision dans les cuissons et l'harmonie des saveurs sont primordiales. Chaque plat doit révéler un équilibre parfait entre technique et créativité. La personnalité du chef dans sa cuisine. L'originalité et l'identité culinaire du chef doivent se refléter dans chaque assiette. Les inspecteurs recherchent une véritable signature gastronomique qui différencie le chef des autres. Le quatrième critère, c'est qu'il faut être abonné à la chaîne de l'Itsuki. C'est plutôt le rapport qualité-prix. Même dans les établissements les plus luxueux, le guide Michelin évalue si le prix est justifié par la qualité de l'expérience proposée. Et pour finir, la constance. La régularité dans la qualité de prestation, tant au fil du temps qu'entre les différents plats servis lors d'un même repas, est essentiel. Un grand restaurant doit servir une expérience irréprochable à chaque service. Ces critères permettent aux inspecteurs de juger avec rigueur chaque établissement et attribuer les précieuses étoiles. Parce que dans l'univers du guide Michelin, l'attribution des étoiles est perçue comme le summum de la reconnaissance culinaire. Cette quête des étoiles exerce une pression immense sur les restaurants, et certains n'hésitent pas à tenter d'influencer les décisions des inspecteurs. Bien que le guide Michelin prône une évaluation impartiale, il est notoire que certains chefs ou propriétaires de restaurants ont cherché à contourner les règles, en offrant des avantages ou en cultivant des relations privilégiées avec les inspecteurs, qui sont censés être anonymes. Ces tentatives d'influence soulèvent des questions sur l'intégrité du processus de sélection, même si Michelin affirme que ses inspecteurs restent intransigeants et fidèles à leurs critères. Mais ça montre que la course aux étoiles est devenue une obsession pour de nombreux chefs et restaurants à travers le monde. Obtenir une étoile, voire 2 ou 3, peut transformer un établissement en un lieu incontournable, attirant une clientèle internationale et garantissant une renommée durable. Du coup, cette frénétique entraîne parfois les restaurants à des extrêmes. Les chefs, dans leur désir de se conformiter aux attentes élevées du guide, investissent dans des sommes colossales dans la perfection de chaque détail, des ingrédients les plus rares aux techniques culinaires les plus sophistiquées. Certains réinventent constamment leur menu, cherchant à surprendre à tout prix, tandis que d'autres mettent en place des régimes de travail colossaux pour leurs équipes. Cette pression incessante peut transformer la passion culinaire en une course contre la montre, où l'épuisement, tant physique que mental, devient une réalité quotidienne. Des chefs renommés ont déjà avoué que la quête des étoiles avait altéré leur amour pour la cuisine, les poussant à l'extrême limite de leur endurance. Dans certains cas, des chefs ont choisi de rendre leur étoile ou de quitter la scène gastronomique, pour retrouver un équilibre de vie. Je fais une croix sur le Graal gastronomique. Cette 3e étoile, c'est le rêve de dizaines et de dizaines de chefs. Mais voilà, j'ai décidé de ne plus en vouloir. Des sportifs ont refusé des médailles, des acteurs ont refusé des Oscars ou des Césars. Moi, je ne veux plus de cette étoile. Mais malheureusement, quand il y a un grand prix, il y a toujours des tricheurs. Au fil des ans, le guide Michelin a été le centre de plusieurs accusations de corruption, avec des rumeurs persistant d'achat d'étoiles ou de pression exercée pour obtenir de meilleures notations. Mais Michelin ont toujours fermement nié ces allégations, jusqu'en 2004 où il s'est passé quelque chose d'assez dingue avec le guide Michelin. Tout a commencé quand un groupe de chefs très influents qui avaient des étoiles Michelin ont décidé de se rebeller contre le guide. Ils étaient vraiment mécontents et ils ont commencé à dire que le processus d'attribution des étoiles n'était pas transparent et qu'il y avait beaucoup de trucs louches derrière tout ça. En gros, ils trouvaient que le système n'était plus juste et ne représentait plus vraiment la qualité des restaurants. Du coup, Michelin a été obligé de réagir rapidement parce que leur réputation était en jeu. Ils ont alors décidé de revoir complètement leur façon de faire. Ils ont rendu le processus de sélection plus clair, histoire de montrer qu'ils étaient ouverts et qu'ils voulaient réellement refléter la diversité culinaire. Mais ça va pas plaire à un homme, Pascal Rémy. Il a travaillé pour le guide pendant près de 16 ans, de 1988 à 2004,
Et il va publier un livre intitulé L'inspecteur se met à table. Dans ce livre, Rémi révèle les dessous du fonctionnement du guide Michelin, dénonçant ce qu'il considère comme des pratiques douteuses et un système de notation parfois injuste. Avant cela, il avait déjà une certaine expérience dans le domaine de la critique gastronomique, ayant travaillé pour des guides concurrents, Go et Milo. Et Rémi explique qu'à son arrivée, le guide Michelin était déjà une institution respectée, mais il a rapidement découvert que le système n'était pas aussi rigoureux et impartial qu'il le pensait. Au fil des années, il a été témoin de pressions exercées sur les inspecteurs pour qu'ils maintiennent ou attribuent des étoiles à certains restaurants, souvent en raison de leur renommée ou de leur influence, plutôt que sur la base de la qualité réelle de leur cuisine. Déjà, Rémi explique que certains restaurants de renom bénéficient d'un traitement de faveur, non pas en raison de la qualité de leur cuisine, mais parce que ces restaurants sont considérés comme des institutions, ou parce qu'ils attirent une clientèle prestigieuse. Il met aussi en lumière le manque de transparence du processus de notation. Il critique le fait que les inspecteurs sont habituellement contraints de suivre des directives qui ne sont pas toujours basées sur des critères objectifs de qualité culinaire. Par exemple, il mentionne que les étoiles peuvent parfois être accordées ou retirées pour des raisons stratégiques, liées à la réputation du guide plutôt qu'à l'expérience gastronomique offerte par le restaurant. Mais le point le plus important, à votre avis, il y a combien d'inspecteurs pour la France entière ? Pour un guide qui référence plus de 3400 restaurants qui doivent être évalués chaque année. Entre 100 et 500 ? Non, moins. Entre 50 et 100 ? Non, encore moins. Entre 5 et 10 inspecteurs pour toute la France. Et ça, c'est le plus gros problème pour Michelin. Parce que, avec aussi peu d'inspecteurs, les 3400 restaurants ne peuvent tout simplement pas être évalués chaque année. Et du coup, on apprend que certains sont même pas goûtés, mais jugés à l'apparence. Oui, du genre l'inspecteur rentre et regarde l'intérieur du restaurant, et au lieu de juger les plats, il va juger la moquette. On ira faire ce qu'on appelle la visite du matin. C'est-à-dire, on arrive le matin à 9h et on dit bonjour, je suis l'inspecteur, je viens visiter la maison. Est-ce que vous voulez bien me faire voir la maison? Alors on regarde la maison, on dit vous avez changé la moquette, vous avez refait le plafond, voilà. Il ne faut pas croire qu'on mange tout le temps dans tous les établissements. Il y a des établissements où on n'a pas mangé depuis 10 ans parce qu'il n'y avait pas lieu d'y manger particulièrement. Après la publication du livre de Rémi, le monde de la haute gastronomie est dans le chaos. De nombreux chefs, certains éreintés par la pression du système, se rallient aux critiques de Rémi, tandis que d'autres, en revanche, défendent le guide, arguant que malgré ses défauts, il reste une référence incontournable. C'est à ce moment-là que le débat sur la pertinence et l'intégrité du guide Michelin atteint son apogée. Sous la pression médiatique et les critiques croissantes, Michelin se voit contraint de réagir. La marque annonce une série de réformes destinées à rendre le processus de sélection plus transparent. Ils augmentent le nombre d'inspecteurs et promettent de réévaluer plus régulièrement les restaurants pour garantir que les étoiles Michelin continuent de représenter l'excellence culinaire. Mais ces réformes ne suffisent pas à dissiper tous les doutes, et le guide Michelin continue de traîner cette controverse comme une ombre sur sa réputation. Cet événement a encore laissé cette trace comme une cicatrice pour le guide Michelin. En fin de compte, le scandale révélé par Pascal Rémy a mis en lumière les failles d'un système que beaucoup considéraient comme infaillible. Le guide Michelin, autrefois symbole de la plus haute gastronomie, se retrouve dans une crise de crédibilité sans précédent. Bien que le guide ait tenté de se réinventer, le doute persiste quant à sa capacité à juger objectivement les restaurants et à rester pertinent dans un monde culinaire en constante évolution. Alors, que doit-on penser de tout ça ? Le guide Michelin est toujours la référence ultime en matière de gastronomie, ou est-il devenu une institution dépassée et rongée par ses propres contradictions? Ce qui est certain, c'est que derrière chaque étoile se trouve une histoire, parfois glorieuse, parfois trouble.